Frédéric Lordon nous psychanalyse, il nous secoue un petit peu, il nous traite de Stahl. Il nous traite de Stahl, de stalinien, de marxiste orthodoxe, voilà, un petit peu dépassé. Heu, je dis ça, c'est de bonne guerre. Moi, je dis que c'est de bonne guerre. Il a présenté aux médias avec, Sandra Lucbert, leur nouveau livre qui s'appelle Pulsion, livre que nous avions, critiqué avec Chris de Position Revue et notamment moi, sur Twitter. Pourquoi? Parce que, le sujet, d'une approche matérialiste de la psychologie est probablement le sujet que je travaille le plus, le sujet qui m'intéresse le plus, et je trouve qu'ils ont proposé, quelque chose qui est peut-être pour moi, hein, je vais être peut-être désagréable, mais c'est pas le but, hein. Moi, Lordon, c'est pas quelqu'un que je déteste ou je sais pas quoi, mais je trouve que, dans sa volonté de faire une psychanalyse spinoziste qu'il présente comme une approche matérialiste, il a un peu 100 ans de retard et voilà, je trouve pas ça très, très intéressant ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est que comme Lordon, notamment, hein, Sandra Lucbert un peu moins, je pense qu'elle a tout autant participé au bouquin, mais je veux dire, elle a un peu moins d'aura à gauche que Lordon parce qu'elle est un petit peu moins connue à gauche. Bah, comme le livre vient de Lordon, ils ont une pub de ouf, ils passent, partout et donc c'est important pour nous, qui sommes critiques de ça et qui avons une critique marxiste, cette proposition, de le dire pour plusieurs raisons. Déjà parce que, qui ne dit mot consent. Je dis ça, c'est un petit peu bizarre, mais c'est un peu vrai aussi. C'est-à-dire que si vous laissez Lordon réintroduire comme ça une approche, néo-lacanienne, à gauche, bah, peut-être que les gens vont dire: «Ah bah, regardez, les gauchistes, ils sont dans leur espèce de chamanisme, néo-lacanien, machin» et on sait que, bah, la psychanalyse, parfois, ça a pu être pour le meilleur, mais ça a pu être pour le pire aussi et on peut pas être de manière unilatérale à gauche, je trouve, positionné sur la psychanalyse. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais bref, on va y revenir de toute façon. Et aussi parce que, bah, il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire en tant que matérialiste, je pense, avec, la psychologie humaine et on va pouvoir justement en parler aujourd'hui avec, Chris, qui lui n'est pas spécialiste de la psychologie, mais est, spécialiste du marxisme. Comment ça va, Chris? Et bah, ça va bien, ça va bien. Content de faire ça. Il y a vraiment un sujet et je pense que c'est pas un sujet qui va nous occuper juste là, hein. C'est un sujet qui va vraiment être nécessaire qui va être un vrai sujet de débat, je pense pour plusieurs années. Un peu comme, Lordon quand il a introduit le spinozisme. Et c'est ça c'est ça qui va être, qui moi m'intéresse. Alors Lordon, on va le challenger, hein, comme on dit, on va le critiquer. Lordon, il aime bien faire ça avec d'autres, hein, tout le monde a vu ses débats avec Piketty, d'autres débats dont je me souviens pas. Lordon, c'est aussi quelqu'un qui est adepte de Bourdieu. J'ai envie de dire de Bourdieu pour ce qu'il a de meilleur quand il hésitait pas à polémiquer, voilà, comme, les grands penseurs, ont toujours polémiqué avec leurs contemporains, hein, Marx. Si vous lisez Marx, c'est un type qui a des formules à chaque fois hyper violentes, donc ça, c'est pas un problème. Donc, pour être clair, hein, si on va critiquer violemment Lordon, c'est aussi parce qu'on estime que son travail, bah, il permet justement de construire ces débats-là et de s'en sortir par le plus performant, quoi. Donc, on va essayer de voir, ce qu'on peut en tirer. Et donc, voilà, je vais finir là-dessus. Non, non, c'était très clair ton intro et et oui, tu as bien fait de le dire. Pour moi, on va y revenir, mais Lordon, voilà, il a réintroduit Spinoza pour des raisons, qu'on peut analyser et expliquer par rapport à la situation historique et intellectuelle de l'époque où il a commencé à faire ça. Là, il vient sur Freud. C'est pas par hasard, non plus. Son travail sur Spinoza arrive un petit peu, en fin de déficience et il a besoin de réintroduire, la personnalité, le sujet, les individus, et pour ça, il va chercher, une des plus importantes théories tu es d'accord avec moi, Padu, la génétique des personnalités, la genèse des personnalités, qui est quand même la psychanalyse. Alors avec ses limites, ses défauts, ses catastrophes et puis aussi ses centres d'intérêt et donc il revient à ça. Comme tu l'as dit, nous ce qu'on pense, c'est que, on pense avoir fait le tour de ce sujet-là, et justement de montrer que, ben, ça ne résout pas
le problème, voire pire, ça empêche la résolution, du problème concret, que la situation historique, exige, c'est-à-dire sortir de la crise du mode de production. Voilà. Ouais, ouais, ouais et juste d'ailleurs, je viens de penser à ça, mais c'est étonnant de voir à quel point, épistémologiquement, l'ordon est important, tu vois? C'est-à-dire que quand on critique, notamment, Ouria Boutelja et PDH, en fait, on les critique pourquoi? Parce qu'ils se soumettent à l'épistémologie de l'ordon, tu vois? C'est-à-dire les affects, le spinozisme, le retour de la psychanalyse et tout et l'ordon L'ultra-rationalisme, justement, si on peut, enfin, si on doit aujourd'hui le critiquer, c'est pour son importance. C'est pas n'importe qui et non, c'est peut-être même un des penseurs les plus moteurs et les plus en avance, à gauche quand il fait quelque chose en avance ne veut pas dire qu'il va dans le bon sens, hein, mais veut dire qu'il propose des choses avant les autres. Tu m'en avais parlé l'autre jour, je l'ai pas lu, Imperium, ouais, c'est en bah, quelle année qu'il fait ça? 2015 je crois, Imperium ça doit être ça, 2015-2016, heu, ça doit être ça. Donc Imperium où il est en accord avec son temps, où il commence à proposer des choses par rapport au Frexit, enfin voilà, il est vraiment dans le moment, tu vois? Là où quand, PDH reprennent ça aujourd'hui, on peut voir presque un décalage, tu vois? Où ben, nous on trouve que le moment est terminé, mais où Lordon lui, il était, ouais presque en avance, tu vois? et c'est comme je disais, il a, tu raison, il est en enfin il sent le zeitgeist quoi. Tu vois? Mmh. Il l'esprit du temps et quand il fait Imperium, il voit les limites, de l'anti-étatisme, d'une pensée anarchiste un petit peu, tu vois? Un peu idéaliste et cetera, ou idéalisante et donc il fait Imperium justement pour contrer ça et il essaye de résoudre le problème. Pour moi, le problème, c'est qu'il essaye de le résoudre, de manière, comment dire? Bah, de la mauvaise manière, mais je pense que la camaraderie politique, et intellectuelle, elle est pas tant dans la solution que tu trouves finalement, que dans, la volonté de résoudre le même problème, tu vois? Mmh. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais, il y a auss c'est aussi pour ça qu'il est important, même si on n'est pas d'accord avec lui, comme je pense que quelqu'un comme Foucault, était très important et mérite d'être lu par les marxistes et cetera. Parce que dans les années 60 et vraiment pas comme les conneries qu'on entend, bah, chez les rouges-bruns, les Chéniaux, les machins, les Soral, tu sais? Comme, c'est l'agent de la CIA, pour remplacer le marxisme et cetera. Non! À l'époque, il y a des nouvelles configurations sociales, politiques, des nouveaux sujets collectifs qui émergent, sur lesquels le marxisme est un petit peu à la ramasse, tu vois? Heu et donc, bah, Foucault essaye avec ses possibilités, ses limites, sa position sociale, qui lui permet des choses qui l'empêchent de l'autre côté, essaye de résoudre ce problème-là, dans une optique, progressiste. Et le mauvais marxisme, c'est justement celui qui dit: «Ah bah, comme il a pas ma solution, il essaye pas de résoudre le problème». Non, il essaye de résoudre le problème comme nous, il va pas prendre les bons outils, donc il va pas arriver à la bonne solution, donc on se bataille là-dessus. Mais voilà, sortir du fascisme, sortir de la pénurie, sortir du mode de critique du mode de production, bah oui, ça fait partie déjà de manière progressiste, voilà, ça fait déjà partie d'une certaine forme de camaraderie, ce qui est une base d'engueulade et pas de bataille, quoi. Je vais même aller plus loin, hein. Moi, le fait qu'il, qu'il remette en avant la question, d'une génétique du sujet, moi, ça me passionne et je pense que c'est excellent, tu vois? Qu'il quelqu'un, aujourd'hui sorte un livre pour nous dire, il y a quand même manière à penser l'individu à gauche, tu vois? Quand bien même il le fasse, moi, je pense qu'il le fait assez mal, tu vois? Mais qu'il fasse une proposition, que ça permette le débat, c'est, excellent, tu vois? Ça sort du truc, structuraliste, teuteux, en mode, «Bah, non, on va pas penser, l'individu, parce qu'on s'en fout», tu vois? Je dis ça, les structuralistes sont pas tout le temps là-dedans, hein, évidemment, mais il y a des gens comme ça qui ont tendance à nier l'individu, à nier le sujet, tu vois? Lui Ah bah non, il oui! replace le sujet au centre du jeu, il repose le problème de la psychologie. En quelque sorte, ils vont faire aussi une critique de la psychologie, et de la psychiatrie contemporaine. Moi, ça m'intéresse, en tout cas. Et pareil pour moi, tu sais bien de quel, marxisme je suis le plus proche, donc pour moi, c'est fondamental. C'est là où, on peut toujours dire de Lordon enfin, faire des critiques à Lordon. Il est jamais dans la réaction. C'est-à-dire qu'il essaie tu vois ce que je veux dire?
on a besoin de penser le sujet individuel. On va voir que lui, bah, le problème, c'est qu'il passe jamais par le sujet collectif. On a besoin de penser le sujet individuel à gauche, justement, aussi pour contrer heu, un marxisme réactionnaire qui lui, tu sais, sombrait dans les théories de réac, «Ah, le problème de la société, c'est l'individualisme, c'est, l'enfant roi», enfin, tu vois, tout ce genre de conneries, réac qu'on a eues et qu'on traversait, et le marxisme, rouge-brun réactionnaire là et la pensée bourgeoise, conservatrice, quoi. Donc on est parti, pour le react, on va faire un react, de la vidéo du Média. Donc ils sont passés au Média, chaîne, de copains, chaîne de camarades, hein, qui, font du bon boulot et donc qui reçoivent, Lordon et Lucbert pour, un renouvellement de la psychanalyse après son naufrage réac, entre parenthèses, et on va voir tout ça. Donc là, on commence par la critique qu'il nous fait, Alors on va ouais, on va au prendre de marxiste manière rabougri. on va prendre de manière un peu déstructurée, mais pour, justement nous suivre notre chemin de pensée et essayer d'analyser en profondeur le discours. Dire on va pas prendre le déroulé journalistique, on va prendre un déroulé où on va partir, de pourquoi ils font la psychanalyse, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils pensent justement d'une forme de certain marxisme et cetera. Et ensuite on va prendre leurs points épistémologiques et à la fin on va voir leur cas pratique, leur cas d'usage et ce sera à mon sens plus intéressant. Let's go! Il y a également une version sophistiquée, et ésotérique, Mmh. du refus de la psychanalyse au motif qu'elle ne serait pas une science et on Donc là, il l'entend parle dans des différentes critiques de la psychanalyse et il va parler du marxisme. certains secteurs marxistes. Alors pas tous, hein, mais dans certains secteurs marxistes. Alors pas tous, pas tous, pas tous. Alors voilà. Alors déjà ça m'énerve. Les marxistes qui sont, dans la psychanalyse, c'est quand même pas si commun. Il nous fait le même truc que Morgan Martin chez Wissam, tu vois? Les marxistes qui sont pro psychanalyse, c'est des mecs qui te disent: «Le marxisme en fait n'a rien à dire sur la psyché humaine», c'est quand même bizarre et donc il faut le remplacer par la psychanalyse, tu vois? Ouais. Ou alors ils veulent trouver quoi? Enfin, c'est quand même 2 théories avec des épistémologies différentes qui s'intéressent à la psyché, qui quand on est marxiste, on pense que la psyché a une origine sociale et on pense que le marxisme, c'est une théorie du développement des rapports sociaux. Donc je vois pas trop comment on pourrait être marxiste et être, vraiment psychanalyste, tu vois? J'ai du mal Ouais, ouais. à comprendre ou alors à part à refonder la psychanalyse sur un truc qui n'a plus rien à voir, mais du coup, est-ce qu'on l'appelle encore psychanalyse? Je vois pas trop pourquoi, tu vois? Ouais et puis surtout, on l'a dit dans notre, précédent, capsule, là-dessus, c'est vraiment enfin, en plus, c'est vraiment résumer le marxisme à ce que, semble le mieux connaître Lordon, c'est-à-dire le marxisme, althussérien, pour le coup spinoziste comme lui, heu, qui justement niait le sujet, niait l'individu. À tel point qu'il s'est pris des critiques de marxisme beaucoup plus dialectiques, à l'époque, beaucoup plus, bah, tu parlais de Sèvres, on peut parler de Goldman, on peut parler de Sebag, on peut parler heu de plein d'autres et vraiment résumer le marxisme à Althusser, c'est alors là-dessus si c'est l'idée de Lordon, oui, nous, ça nous pose problème aussi que Althusser soit que le marxisme soit résumé à Althusser parce que pour moi, justement, Althusser est quasiment anti-marxiste, ou en tout cas anti-marxien, dans le sens où il n'a rien compris des thèses sur Feuerbach et justement de toute la potentialité de la pensée du sujet individuel, comme tu l'as dit, en relation avec heu, la genèse de ces structures mentales, par la société, quoi. Mais surtout qu'en plus, bon Althusser déjà, tu dis il a rien compris, il y a des trucs aussi qu'il n'a pas lus, hein. Althusser, il a Mmh. quand même avoué ne pas avoir lu les Grundrisse, Ou qui même sont quand déformé. même peut-être le texte, le plus fondamental pour comprendre ce qui se passe entre le Marx des années 1844-1845 et le Marx du Capital. Si tu lis pas ce qu'il y a entre les 2 et ce qui permet justement de faire la jonction, ça me semble compliqué d'être vraiment dans une compréhension fine du marxisme. Et quand on dit ça, on n'est pas en train de dire Althusser c'est de la merde, il y a des trucs très intéressants chez Althusser. Par contre, je ne pense pas qu'il soit dans l'épistémologie marxiste. Non, non, ça ne l'empêche pas de dire des choses intéressantes sur Marx. Par contre, il a une épistémologie qui tend à nier, toute dialectique et à faire une opposition philosophie, économie, à réintroduire comme ça des hiatus un peu bizarres. Enfin,
c'est assez anti-marxiste et puis sa négation du sujet évidemment est problématique. Althusser, c'est quelqu'un qui vous dit, l'histoire est un procès sans sujet quand même. L'histoire est un Ouais, projet tout à sans fait. sujet, c'est juste des structures qui évoluent, quoi. Tu là: «Mais qui fait évoluer les structures frérot? Enfin, à part des êtres humains et des sujets, quoi». Donc il manque totalement le sujet collectif et il manque même la théorie du sujet individuel, ce qui fait que comme, il n'a pas dans sa compréhension du marxisme, qui est une compréhension tronquée de théorie du sujet, bah, il dit: «Bon, bah, le sujet, individuel, on le laisse à la psychanalyse» et du coup, il réintroduit une sorte de dualisme avec 2 épistémologies différentes. Une épistémologie, psychanalytique qui permettrait de comprendre le sujet individuel et l'épistémologie marxiste qui permettrait de comprendre, l'évolution des structures dans l'histoire. Donc c'est quand même très problématique comme truc, et très hétérodoxe. Faut quand même qu'ils s'en rendent compte Lordon et encore une fois, moi ça me gêne pas parce que ce qui m'énerve, c'est de se réclamer du marxisme, c'est-à-dire de prendre l'aura d'un truc qui quand même a une certaine aura, tu vois? Le marxisme, c'est pas rien. De s'en réclamer parce que c'est un peu stylé et de dire tout et n'importe quoi et tout et son contraire, tu vois? Ça m'énerve un petit peu. Moi, je suis pas là à me réclamer, de Nietzsche alors que je suis pas nietzschéen pour prendre un peu l'aura de Nietzsche. Je suis pas là à dire: «Ah bah non, mais moi, je fais pas de psychanalyse, mais c'est une psychanalyse marxiste pour essayer de draguer les gens qui font de la psychanalyse». Non, j'assume une épistémologie, un courant historique, un système de pensée et je m'inscris dedans, tu vois? Je j'ai pas un pied dans chaque truc, pour essayer de bouffer à tous les râteliers, épistémologiques, quoi. Exactement. Je suis d'accord. J'ai rien à ajouter. Bon, d'abord, il faut dire une chose, c'est qu'il y a actuellement un renouveau de la culture marxiste qui est très réjouissant, Mmh. hein, Let's go! qui est C'est porté nous! par des gens. Bon, moi, je pense, enfin, Sandra ne me donnera pas tort. Je pense à quelqu'un comme Marina Simonin, tu vois, Mmh. qui est vraiment une figure de ce renouveau, aussi bien Mmh. dans le milieu de l'édition, Let's go aux Marina! éditions sociales. Elle a dit Super Marina, si vidéo vous voulez avec aller toi, voir notre présentation des éditions sociales avec Marina Garissi, la boss. Marina Simonin, qui est la même personne. Ouais, la boss, qui est, donc éditrice aux éditions sociales et qui a écrit hem, À leur petit livre, «À découvrir, découvrir Lénine». Lénine, À découvrir Lénine, qui est très bon. qui est très bon. Et donc oui, qui fait un travail alors, tel qu'il la présente, on croirait que Marina, c'est le renouveau, du marxisme. Alors pour moi, alors à part si je sais pas ce qu'elle a écrit en plus, mais pour moi, elle participe au renouveau du marxisme en tant qu'éditrice, en tant que militante, en En tant que tant qu'aussi vulgarisatrice, écrivaine. en tant que vulgarisatrice, ouais. Exactement, vulgarisatrice. Après, elle est encore très jeune pour, dire que c'est le renouveau du marxisme, dans le sens où elle a pas écrit, 10 bouquins, qui, permet de renouveler le marxisme. Mais par contre, elle fait un travail monstrueux, d'édition notamment, en alliant édition, militantisme, écriture et c'est vrai que c'est quelqu'un d'important aujourd'hui dans le paysage, marxiste français, je trouve. Bah, elle est top, on lui fait un coucou, hein, parce qu'on l'adore nous et elle a toujours plus écrit de livres que nous, hein, nous 2 réunis donc quand on dit qu'elle est jeune, on doit avoir à peu près le même âge mais non, non, il a raison. Il a raison de citer, Marina parce que, comme tu dis, elle est à cheval sur, la production de contenu, la vulgarisation, l'engagement politique, mais on pourrait en citer plein d'autres, hein, de gens de cette génération qui reviennent. Il y a Fondu, il y Ferron. a, Ferron, il y a, enfin, il y a vraiment, Comment il il y s'appelle? a Alix il y a Alix Bouffard, Alix Bouffard, ouais. ouais, qui est une jeune, qui est une dame, donc ouais, il y a vraiment plein de gens et je pense à un autre là, Jean Quétier, Quétier, voilà, Jean Quétier aussi, ouais. voilà, donc non, non, il y a vraiment enfin, on le sait, hein et là-dessus, nous, on n'est ni précurseurs, ni rien du tout, pareil pour Position Revue, ce qu'on fait nous, on suit une dynamique. L'époque a besoin du marxisme. C'est pour ça qu'on en veut un petit peu à Lordon de jamais être vraiment marxiste et d'avoir choisi Spinoza plutôt que Marx quand il fallait choisir un Marx et d'avoir choisi Freud quand il fallait choisir Lukács. Mais on n'a pas encore ce que je veux dire, quand j'ai repris sur le fait qu'il cite Marina, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que presque il cite Marina par défaut parce qu'on n'a pas encore, tu sais, un ou une, penseur qui vraiment est notre penseur organique où tout le monde va s'y référer, tu vois? Alors peut-être que ça va devenir Marina, tu vois? Peut-être que ça va être, Alix Bouffard, peut-être que ça va être Ferron, peut-être que ça va être, Fondu ou j'en sais rien, tu vois? Mais, il y a pas comme, il y avait dans les années, je sais pas, 60-70 où les mecs se référaient à un ou 2 penseurs vraiment types
qui avait une œuvre florissante, tu vois. Je pense qu'on est une génération, je m'inscris dedans, peut-être que c'est trop, peut-être que c'est trop pour moi, tu vois, mais genre qu'on est une génération qui est en train de construire ça, et peut-être que dans 10 ans, on aura plus de visibilité là-dessus, tu vois, et que Marina nous aura écrit 10 bouquins, et qu'on se dira, ouais, en fait, c'est évident que Marina, en fait, elle est centrale dans l'époque, et limite, qu'on pourrait lire que Marina et Ouais. comprendre ce que c'est comment ça s'appelle, le marxisme de notre époque, tu Mm. vois. Mais pour finir, elle explique bien aussi, tu sais, quand elle explique aussi le travail d'édition, quand elle montre justement que, ben, Travail ouais, de les fou, ouais. éditions sociales, la dispute, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'était un petit peu passé de mode, c'était compliqué, et que maintenant il y a une demande et tout, même s'ils ont des difficultés, mais qu'on est quand même dans une autre période. Moi, je pense que si, Carrément. ouais, on est dans les années 1840, tu vois. On est dans les années 1840, on sort de l'hégémonie de la pensée bourgeoise, et tu as plein de jeunes personnes qui veulent revenir à la pensée dialectique, voilà, révolutionnaire, et c'est en gestation, quoi, tu vois, en Et il y a 1840. et il y a une contradiction justement du coup entre des lordons qui eux sont installés, Mm. qui épistémologiquement, Qui sont les malgré hegeliens. ses dires, sont bourgeois, tu vois, Mm. reprennent la pensée bourgeoise, que ce soit pour le spinozisme ou pour la psychanalyse, hein, qui est quand même un courant qui épistémologiquement est bourgeois, avec une séparation sujet-individu, quoi qu'ils en disent. Hem, mais qui essaie d'exprimer le maximum de progressisme possible, à partir d'une épistémologie bourgeoise et à partir d'un d'une place de chercheur universitaire, tu vois? Moi, je le vois comme ça, et de l'autre côté, on a des petits jeunes, qui sont en train de s'introduire aussi dans l'université. Quand on parle de quelqu'un comme Ferron, par exemple, tu vois? Mm. Qui sont en train de monter dans l'université, mais qui, eux, arrivent avec une épistémologie toute différente, tu vois? Qui, eux, arrivent avec une épistémologie marxiste, mais qui n'ont pas encore, l'assise d'un Frédéric Lordon, tu vois? L'assise intellectuelle et la position sociale d'un Frédéric Lordon. Il y a une opposition, une contradiction un petit peu, du coup, entre ces 2 termes. Mais il faut avouer que Frédéric Lordon fait son possible pour être le plus progressiste possible à partir d'une épistémologie qui ne lui permet pas d'être le plus progressiste possible, tu vois? Mais je te dis, moi, si je faisais la comparaison des années 1840, nous, on est les jeunes hegeliens, on est les jeunes lordoniens, et on voit que comme avec Hegel, quoi, on voit que la problème d'aller chercher que de la pensée bourgeoise progressiste arrive à son terme, quoi. Mmh. Euh, et, euh, et il est dans cette position, à mon sens, hein, tu vois, du Hegel de la fin de, des années 30, 40 du 19e siècle, voilà. Avec toutes ses potentialités progressistes, mais aussi ses limites, quoi. Et c'est pour ça qu'ils nous ont écrit une phénoménologie de l'esprit, psychanalytique. Exactement. Dispute. Dans cette émission, chez vos confrères et néanmoins amis de hors-série, cette émission qui s'appelle En avant Marx. Bon, donc là, il y a des choses qui sont très réjouissantes. Alors, malheureusement, de temps en temps, si tu veux, dans cette belle effervescence générale, on a quelques retours de congélateurs qui sont, moins formidables. Ah, c'est nous les retours de congélateur! Putain, Bah, nous a on priori, n'est pas cités comme le renouveau, on est cités comme le retour de congélateur, tu vois? c'est nous, c'est nous. Et en particulier, voilà, la critique de la psychanalyse au motif qu'elle ne serait pas une science, parce que, tu l'as compris, la seule vraie science, c'est la science Et marxiste. c'est ce que j'allais dire, ça nous renvoie à la grande science marxiste Mais oui, c'est des ça. belles années staliniennes. Non, mais exactement. Voilà. C'est donc, si tu veux, c'est le matérialisme Oui. historique est la science de l'histoire. Puis alors, tu vois, sans codicile, hein, sans précaution, sans modulateur, sans rien du tout. Et puis c'est la science de l'histoire, puis c'est la seule. Hein. Il s'agirait pas qu'il y en ait une autre. Bon. Bah, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Alors déjà, quand je sais pas s'il parle, je sais pas s'il parle de nous en réalité, tu vois. Peut-être qu'on a un syndrome comme ça, ou ce qu'on appelle en psychiatrie un délire de référence, tu vois. C'est-à-dire que on pense qu'il fait référence à nous, tu vois. T'as des fois des gens comme ça, tu sais, qui sont délirants et qui pensent que le présentateur télé leur parle à eux, tu vois. Et ben peut-être qu'on Ouais, est mais dans un délire commun de référence, et en fait, non. on s'en fout aussi, c'est pour la capsule évidemment, si ça se trouve, il ne parle pas de nous. Mais en réalité, on a critiqué en marxiste
son bouquin et qu'il parle de nous ou pas, on s'en fout parce qu'on va continuer à critiquer en marxiste son bouquin et son approche. Et quand il dit qu'il y a des marxistes qui disent que la seule science, c'est le marxisme et que du coup, il faudrait pas faire de psychanalyse, alors justement, c'est pas vraiment le cas. Pourquoi? Parce que moi, quand je l'ai critiqué, j'ai cité Lucien Sèvres et Lucien Sèvres, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: «Il n'y a pas de psychologie marxiste». Alors ça peut sauter aux yeux. Qu'est-ce que raconte Lucien Sèvres? Lucien Sèvres, il parle de marxisme et de psychologie, il dit: «Il n'y a pas de psychologie marxiste» et il dit: «On serait dogmatique de penser qu'on va extraire du marxisme les principes, une psychologie comme ça qui serait contenue dans le marxisme et qu'on n'aurait plus qu'à développer», tu vois? Comme si, le marxisme c'était la sainte parole et qu'on allait développer une psychologie à partir des textes marxistes. Par contre, ce qu'il dit, c'est qu'il y a, dans la psychologie, étant donné que la psyché est une, je vais prendre des ça va être co je veux pas dire de conneries, je veux pas dire de conneries. Étant donné que la psyché s'inscrit dans un individu, mais à partir de formes socialement déterminées, est une incarnation d'une production, sociale et que le marxisme s'intéresse justement aux rapports sociaux qui peuvent, produire ces formes sociales, lui il appelle ça des formes sociales d'individualité, et bien, il y a une articulation entre la psychologie, qui ne s'intéresse pas qu'au social, parce que oui, il ne s'intéresse pas qu'au social, il y a aussi de la biologie, il y a aussi tout un tas de choses, mais il y a une articulation à faire de la biologie avec le marxisme. Or, le problème de la psychanalyse, c'est qu'il n'y a pas une articulation d'une psychologie dans le marxisme. Il y a une psychologie d'un côté et le marxisme de l'autre qui serait vu que comme un truc qui s'intéresse à l'économie, aux rapports sociaux, et puis quand même on s'intéresse à l'individu dans la psychanalyse, quoi. Et c'est ça la critique que va faire Lucien Sèvres à ces épistémologies bourgeoises-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu penses que c'est compréhensible, Non, Chris? c'est très clair, mais moi je trouve ça clair. Bon, après, les gens, on précisera. Comme je disais, le débat ne fait que commencer. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est justement, tu vas voir, ils essayent quand même, ils reviennent. C'est intéressant, mais on va le voir dans les extraits d'après. C'est ce qu'ils essayent de faire. C'est-à-dire qu'ils essayent Ils ne peuvent pas y d'aller. arriver. Ils peuvent pas y arriver parce qu'ils oublient une catégorie. On va le voir, c'est laquelle. Mais on en a déjà parlé, c'est le sujet collectif. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à penser cette traduction. Donc tu vois, ils vont soit revenir à des processus génétiques dans l'individu, mais sur des trucs extrêmement ahistoriques, ce qui est exactement le cas de la psychanalyse. Les marxistes ont été fascinés par la psychanalyse pour la simple et bonne raison que c'était dans leur logique épistémologique un processus génétique et non pas un processus permanent, idéaliste, etc. Il y avait une forme d'histoire du sujet, tu vois, du sujet individuel. La problématique, c'est que c'est que c'était interne, limité à l'individu de manière interne et sur des trucs qui finalement paraissent sociales mais ne sont pas sociales. La relation du père, la mère, les mythes, etc. Tu vois, quelque chose de extrêmement écarté des rapports historiques et des rapports de sujets collectifs. Et ça, la psychanalyse, elle n'en est jamais sortie. Elle en est jamais sortie. Et sa praxis thérapeutique, analytique, tu vois, elle est restée dedans de A à Z. Et on va voir que la tentative de Lordon Ludbert, elle est intéressante, mais elle n'en sort pas non plus. C'est-à-dire que le maximum de ce qu'ils vont arriver à faire, c'est de refabriquer une nouvelle mythologie dans le livre. On l'a lu le livre. Il est là, voilà, il est pas de souci. Ça va être à la fin de la sortie, ça va être de refabriquer une mythologie oppositionnelle à la théologie, une mythologie, pardon, oppositionnelle à la mythologie lacanienne, très phallocentrée, phallocratique, etc. Bon, ça c'est antimatérialiste in fine. Et puis c'est ce que je dis, ça s'inscrit dans une espèce de trouver le maximum de progressisme possible à partir d'une épistémologie qui, de fait, ne peut pas atteindre le maximum de Ouais, progressisme possible parce qu'elle ne sort pas des contradictions de la société bourgeoise, tu vois. exactement. Contradiction société-individu, tu vois. Justement Et c'est même pas une que ces contradiction, marxistes c'est un rabougris, selon dualisme. lui, critiquent depuis 100 ans, tu vois, quand même. T'as raison, et c'est même pas une contradiction. Ça pourrait avoir un effet dialectique, tu vois, la contradiction sujet-individu. Mais c'est même pas une contradiction, quand on va le voir, c'est un espèce de dualisme. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a que de la structure et que de l'individu. Justement, le marxisme dialectique, qui s'inscrit, moi je vais le faire, l'affiliation, hein,
c'est Marx des thèses, ensuite ça se calme, ensuite il y a toute l'œuvre de Marx, mais ça commence dans les thèses, mais dans les Grundrisse, on a ça aussi. Ensuite, c'est Lukács, et puis on a Goldman, Sève un peu, etc. Donc ça a une histoire tout ça. Donc, mais eux, ça leur échappe. D'ailleurs, ça leur échappe parce qu'en plus, ils s'arrêtent à un marxisme, tout ce marxisme-là qu'ils ne connaissent pas, qu'ils soient. Ça, c'est aussi un truc que je leur reproche, c'est qu'ils Voilà, critiquent un truc qu'ils ne savent pas ce que c'est. Tu vois, c'est quand vrai. il dit il y a des marxistes, ils pensent que le marxisme dit la psychologie. Je veux dire, tu prends clairement, tu lis ce bouquin-là, là, Marxisme et théorie de la personnalité de Lucien Sèvres, il te le dit clairement, il te le dit, on ne va pas trouver la psychologie dans le marxisme. Je veux dire, la psychologie, il dit, n'est pas réductible au marxisme. Par contre, penser qu'on va faire une psychologie réellement matérialiste, réellement scientifique, en ne l'articulant pas sur le marxisme, c'est une grave erreur. Et il reprend d'ailleurs, mais même, tu sais, Pulitzer, je sais pas, ça doit être 1928, tu vois, Ouais. quand il commence à critiquer la psychanalyse, il a tout dit quand il dit la psychologie ne détient nullement le secret des faits humains simplement parce que ce secret n'est pas d'ordre psychologique. Il a terminé le game. On est d'accord. C'est terminé, tu vois. Mais- Et ces mecs ne connaissent pas cette littérature. Mais on est complètement d'accord. Et en plus, tu vois, tu parles de Pulitzer, c'est intéressant parce que c'est vraiment la période où il y a la dialectique est revenue, tu vois, avec les cahiers philosophiques de Lénine, avec le Lukács de 23-25. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Ouais. c'est réellement une période. Enfin, tu sais, c'est mes sujets voilà, favoris. Tu as des périodes dans l'histoire du marxisme où où le marxisme est extrêmement peu dialectique. C'est l'époque d'Althusser. C'est l'époque aussi des années de la fin du 19e, où d'ailleurs Spinoza revient dans le marxisme via Plekhanov. C'est voilà, c'est un marxisme très statique, techniciste, positiviste, etc. Et ça revient ensuite à Althusser, justement, pour des configurations historiques particulières. Et ça, c'est que eux, ils résument le marxisme à ça. Alors qu'en plus, ils vont aller chercher, ce qui est drôle, Lordon est un grand lecteur de Bourdieu, il va aller chercher Bourdieu qui justement critiquait ce marxisme très structuraliste, althusserien, comme on a parlé de Foucault tout à l'heure, à juste titre, mais auquel Bourdieu emprunte beaucoup de catégories que quelqu'un comme Goldman avait déjà posées avant lui, sur le structuralisme génétique, etc. Enfin, donc voilà, c'est dommage, quoi. Tu vois, c'est dommage de réduire le marxisme à ça. Mais ça fait partie de la discussion. À propos, putain, je vois qu'on va faire une capsule giga longue, mais c'est intéressant. Moi, vraiment, c'est un sujet qui me Moi, passionne. nous, En ça nous parlant de passionne. structuralisme génétique, pour ceux qui connaissent pas, en gros, il y a des gens, notamment Lucien Goldman, qui vont considérer que le marxisme est un structuralisme génétique, c'est-à-dire qu'un c'est un structuralisme où il y a des structures dans la société, mais ces structures sont dans une jeunesse constante, avec des formations de structures, des auto-formations, des transformations de la structure et tout. Mais Les disparitions. des disparitions. L'autre personne, vraiment, qu'on devrait citer quand on parle de structuralisme génétique, c'est Jean Piaget. Jean Piaget qui a d'ailleurs été le maître de Goldman. Il a bossé avec Goldman. Enfin, Goldman a bossé chez Goldman Jean était son Piaget. secrétaire, ouais. Ouais. Et qui est pas du tout Jean- un marxiste. Raconte ça, je te coupe pas du tout, mais raconte ça, même ça va prendre 8 heures comme capsule. Mais raconte ça, parce que justement, Piaget, c'est pas un marxiste. Et justement, il a validé tu vois ce que je veux dire, des analyses marxistes avec ses travaux. Vas-y, raconte ça, c'est passionnant. Ah bah oui, non, et puis en fait, Jean Piaget, moi j'aime bien quand je le présente comme un peu le Einstein de la psychologie du développement. C'est un peu ça. C'est Ah, vraiment un type. j'allais citer Einstein. Non mais tu vois, trop marrant. Mais c'est, j'allais faire l'analogie. Ah, c'est génial. faire l'abstraction comme ça. de Piaget quand tu parles de développement de l'enfant, c'est très compliqué. En gros, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à comment est-ce que l'enfant construit son sens du réel, la logique, l'espace, des choses comme ça. Comment est-ce qu'il construit ce qui se passe dans sa tête et ce qui nous paraît évident chez l'adulte. Et qu'est-ce qu'il fait, Jean Piaget, pour voir ça? Eh bien, il fait de l'expérience. Et c'est ce qui manque quand même dans le boulot de Lordon et Luc Bert. On est en 2025. On ne peut pas parler d'un développement du sujet sans se baser sur de l'expérimental. Les seules fois où ils citent du réel, c'est des faits divers.
Enfin, je sais pas si ça t'a sauté aux yeux ce truc-là aussi, On va le genre voir après. les mecs citent des faits divers, mais citez-nous des expériences, citez-nous des choses. «Ah ben tiens, j'ai demandé, à un enfant de faire ci ou ça, ben il a réagi comme ça, je me suis posé la question pourquoi, donc j'ai refait l'expérience avec un autre enfant». Enfin voilà, avec Piaget ça marche comme ça. Encore une fois, il peut se tromper et des fois justement il y a un livre aussi que je vous propose de lire si vous vous intéressez à la psychologie et au marxisme, Pensée et langage de Vygotsky, justement réédité par Marina Garissier. Voilà, Marina réédite ce genre de bouquin qui Marina est une Bazé. pépite. Alors c'est la version de l'ancien tirage que j'ai volé à Chris. Je crois qu'il ne s'en souvient pas que c'est moi qui ai sa Si, version. si, je l'ai. Je me souviens de tous les livres que j'ai lus et de tous les gens qui me les ont volés. En vrai, je t'en rachèterai un parce que je l'ai annoté ton livre. Bah, ça me va, moi. Et du coup, si tu veux, dans Pensée et langage, justement, il y a des relectures des expériences de Piaget par Vygotsky. C'est-à-dire que Piaget, il est scientifique aussi, tu sais, il fait des expériences sur des enfants. Il regarde comment les enfants réagissent à tel ou tel truc. Par exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est les expériences sur la conservation des volumes, tu sais. Il Ouais. prend un volume d'eau, tu sais, dans un verre qui est long, et puis il prend un verre qui est large et court, il verse l'eau dans le verre large et court et il dit à l'enfant est-ce qu'il y a plus d'eau qu'avant ou pas dans ce verre, et puis tu as des enfants qui disent bah oui il est plus large des trucs comme ça, et en fait on se rend compte que c'est assez tard chez l'enfant que vient la notion de conservation des volumes ou des choses comme ça. Enfin bref, c'est super intéressant, et il y a des débats justement avec de l'interprétation chez Vygotsky, d'expériences que Piaget a fait, où il dit bah non mais Piaget là il interprète comme ça, mais en fait il a un biais, notamment Piaget il a un biais qui est un petit, je pense, un peu individualiste, qui est de considérer que l'enfant naît narcissique et égocentré et va s'ouvrir à la société. Vygotsky il dit non, 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 l'enfant, il naît ouvert à la société, ou alors dans une indistinction entre la société et lui-même, et il va construire au fur et à mesure son individualité, ce qui est une pensée beaucoup plus proche du marxisme d'ailleurs. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous dis ça quand même pour vous dire que faire une génétique du sujet, si on n'est pas au XVIe siècle, on l'a fait quand même en se basant sur des expériences scientifiques, en critiquant ces expériences scientifiques. Les expériences scientifiques ne sont jamais neutres, elles sont toujours construites, évidemment, mais on ne peut pas la faire juste dans sa petite tête d'universitaire. Et quand on fait ça, sincèrement, c'est un peu un crachat à la gueule à toute l'histoire de la psychologie du développement. Je veux dire, c'est pas possible de faire ça en 2025 et de dire ah bah non, il y a le grand autre, il y a machin et tout, et de se faire des systèmes de pensée qui sortent uniquement de sa tête, de sa lecture de Lacan, de Spinoza et de Deleuze-Guattari. Tu vois, sincèrement, je trouve pas ça correct. Tu vois, c'est comme si toi tu faisais de l'économie et que tu prenais jamais un chiffre réel sur l'économie, tu vois, et tu disais ah bah non, c'est un système qui marche dans ma tête. C'est pas normal de faire ça. Et sincèrement, c'est même pas respectueux pour les gens qui travaillent sur ce sujet, parce que Lordon et Lucbert ont beaucoup plus de lecteurs et beaucoup plus de mise en lumière sur un sujet qu'ils, au final, ne maîtrisent pas tellement, de ce que je comprends, et pour lequel ils n'ont pas travaillé vraiment Moi, j'aurais bien aimé qu'ils débattent avec Vygotsky, qu'ils débattent avec Piaget, qu'ils nous disent Zazo a tort, tu vois, qu'ils nous disent des trucs un peu avec des vrais textes sur la psychologie du développement. Pas qu'ils nous fassent un truc en mode pompeux, en mode tous les marxistes, c'est des staliniens marxistes orthodoxes, et puis nous, on sort un néo-Lacan féministe de notre chapeau, et puis voilà, quoi. Bref, c'était mon coup de gueule. Eh ben, t'as bien raison. Mais t'as raison, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est, oui, effectivement problématique de revenir à ça. Alors, on va voir en plus comment ils essaient de s'en Bah, sortir. ça crée un dualisme si tu veux. Les mecs te disent, enfin je sais pas, on va le voir après. J'imagine qu'ils critiquent le DSM dans cette interview. J'imagine qu'ils critiquent le DSM. Bah pourquoi pas. Bah, Le tu vas DSM, voir. oui, c'est une approche positiviste, empiriste et tout, mais eux, c'est quoi? Je veux dire, on peut pas avoir d'un côté des empiristes qui chopent un peu du réel, de l'autre des mecs qui sont que dans leur tête, tu vois. Au bout d'un moment, c'est pour ça que le matérialisme dialectique, ce n'est pas un empirisme positiviste. C'est pas juste toucher toucher la matière. C'est aussi penser la matière, mais c'est pas l'un ou l'autre, quoi. C'est les deux. Donc là, Ouais, effectivement, d'accord. ça nous fait des retours de dogmatiques des années 50-60 qui sont, moins agréables à l'œil. Mais Frédéric, c'est qui les dogmatiques des années 50-60? C'est Lucien dis-le. Sèvres, le dogmatique des années 50-60? Dis-nous des noms. Dis-nous des noms. C'est- Qui est dogmatique sur la psychologie dans les années 50-60? Il y a... Alors, il y en a Mais- peut-être, hein, mais genre, qui aujourd'hui a un crédit Et comme dogma... Enfin, genre, pour moi, le seul mec qui a un crédit sur la psychologie aujourd'hui dans les années 50-60, c'est qui? Dans les marxistes, c'est... Vallon, je sais pas s'il est décédé à l'époque, mais c'est... ouais, bah non, il est pas c'est décédé. Lucien Sèvres, c'est Ignace Meyerson, c'est qui? C'est Léon Tief, ces mecs-là, pour toi, c'est des dogmatiques, tu vois. Enfin, c'est quoi cette histoire? Non, mais là, tu vois, c'est ça qui est un peu. Mais on va voir, il va citer personne. Parce que, spoiler,
Padu découvre l'interview, pas moi. Mais tu verras, il va citer personne. Et on voit bien que c'est un faux truc, quoi. C'est-à-dire que limite, dans sa tête, c'est des cadres du PC, quoi. Bon, ouais, si tu veux, Mais ils sont mais toujours. tu Et vois, c'est pour ça que je m'étais énervé à un moment c'est donné des sur cadres du Wissam, tu vois. PCF. Donc, mais du coup, c'est pas les penseurs de la pensée marxiste de l'époque, quoi. Je m'étais énervé aussi sur Wissam il n'y a pas si longtemps pour ça aussi. C'est que c'est des mecs, ils arrivent, ils se disent turbo-marxistes et tout. Et puis quand tu leur rapportes une petite contradiction en disant, bah en fait, il y a 100 ans de pensée marxiste qui te contredisent sur ce point, tu vois, même si on pourrait dire que c'est qu'un courant du marxisme, les mecs te disent, ah mais non, mais en fait, moi le marxisme, bah, je prends ce que je veux. Tu vois, ça m'énerve comme truc, tu vois. Tu peux pas dire d'un côté, bah non, mais attendez, les gars. Je suis super sérieux, je suis marxiste et tout, et puis dès qu'on te propose du marxisme, de dire ah bah non mais moi je suis spinoziste, ah bah non mais moi je suis psychanalyste, ah bah non mais moi je prends un peu partout, tu vois. Je trouve que c'est pas correct comme attitude. Ouais, je suis d'accord. Et surtout, c'est Mais pas clair, quoi. Bah c'est pas clair et c'est pas lisible quoi. euh, Et puis après de faire passer les autres pour des cons en disant ah oui vous êtes des marxistes dogmatiques. Non, c'est juste qu'on a un système de pensée qui est un système de pensée qui est cohérent et qu'on peut pas bouffer à tous les systèmes de pensée, tu vois. qu'est-ce que tu veux? Bon, voilà. Je pense que il est utile de le mentionner. Comment dirais-je, pour avoir une cartographie plus complète des endroits, n'est-ce pas, où la psychanalyse fait l'objet de refus d'obstacles. Et pour essayer de les circonvenir, c'est ce que nous essayons de faire d'ailleurs. Il parle de refus d'obstacle. C'est un terme qui est assez métaphorique, c'est-à-dire de ne même pas tenter l'obstacle. Et pour le coup, je pense que il a raison. Il y a plein de psychologues modernes qui ont jeté le bébé avec l'eau du bain, qui ont jeté la psychanalyse, mais qui, en jetant la psychanalyse, ont jeté toute la dimension introspective du sujet humain, qui ne veulent pas se poser la question. Enfin, moi, pour le coup, j'en connais plein, hein, des psychiatres ou des psychologues qui sont très, comme ça, neurocognitivistes et qui veulent pas s'intéresser au sens qu'ont les choses pour le sujet, tu vois? Parce que le sens qu'ont les choses quel sens ça a de vivre tel événement, bah, c'est une question, qui historiquement est une question traitée par la psychanalyse et ils te disent: «La psychanalyse, c'est une pseudo-science», puis du coup, bon, bah, on va pas s'intéresser à ça et je suis d'accord avec lui que ce refus d'obstacle-là, il est gênant. Par contre, aller dire que, les marxistes sont dans cette position-là, je ne le pense pas. Parce que justement, nous, ce qu'on dit, c'est pas qu'il faut pas s'intéresser au sens des choses pour la personne, mais on dit, il faut pas enfin, on dit: «La psychanalyse n'arrive pas à répondre à cette question». En dernière instance, elle reste bloquée dans des considérations, qui empêchent l'intellection du monde parce qu'elle reste bloquée dans un dualisme et dans une dichotomie, Ouais. individu-société. Et puis elle les résout, elle résout c'est un problème. Elle résout comment dire? Cette interaction par des logiques totalement, ahistoriques, quoi. Quasiment ahistoriques. Le rapport père-mère, tu vois ce que je veux dire? Un truc, extrêmement, statique, voilà, enfin, purement spéculatif, mythologique, bah, c'est absolument catastrophique, quoi. Et c'est d'ailleurs ce qui a posé tous les problèmes d'analyse. C'est-à-dire, on a essayé de faire rentrer des des troubles, des problématiques, des sujets, et cetera, dans ces boîtes-là, quoi, tu vois? Enfin, faut faire cette histoire-là, enfin, tu la connais mieux que moi, hein. Lucien Sèvres, il fait pas mal cette critique aussi du fait que les psychologues qui voient bien qu'il faut quand même aller chercher du côté de la société, tu sais, ils vont décrire des rôles sociaux, tu vois. Et ils disent les rôles sociaux, bon, à la fois c'est intéressant parce que c'est plus social que de parler je sais pas, du rôle de père, du rôle de mère ou des choses comme ça. Mais ça permet aussi enfin, ça cristallise aussi de manière très fixiste, si tu veux, des rapports sociaux, tu vois. Et ça t'empêche, à terme, sauf si tu es vraiment très conscient des limites des rôles sociaux, bah, de penser le développement de la société, tu vois. Parce que si tu dis, ah bah ça c'est le rôle du père, ça c'est le rôle de la mère, ça c'est le rôle de l'employeur, ça c'est le rôle de l'oncle, c'est le rôle de je sais pas quoi, ça t'empêche de penser vraiment les rapports sociaux qui sont toujours en mouvement dans la société, quoi. Oui, d'accord. Maintenant, tu vois, quant à la position, de l'épistémologie marxiste, disons, old Rabougri. school, euh, C'est moi je trouve exactement quand même que c'est un peu difficile à soutenir, hein, tu vois. Mais dis pourquoi? Dis ce qui est difficile à soutenir. Non, mais tu vas voir. Moi, je veux une vidéo ou un livre de Lordon. Vygotsky s'est trompé, tu vois. Je veux un Voilà. truc un peu clair, tu vois, qui nous explique pourquoi est-ce que Vygotsky a tort.
qui nous explique pourquoi le mot n'est pas une parcelle de société humaine, mais en fait est intrinsèque au désir de l'individu jouissant ou je sais pas quoi, tu vois. Moi, je veux qu'il nous explique pourquoi Vygotsky s'est trompé, pourquoi Léontiev s'est trompé. Explique-nous tout ça. Position de ce genre. On ne va pas transformer la discussion en séminaire d'épistémologie, mais disons qu'enfin, depuis un demi-siècle, il s'est quand même dit, écrit des choses sur l'épistémologie des sciences sociales. Je veux dire, l'épistémologie des sciences sociales est vieille comme les sciences sociales. Hein. Max Weber a écrit sur l'épistémologie de la sociologie, etc. Mais... Alors, sincèrement, je pense qu'une analyse marxiste justement de l'épistémologie montre que les épistémologies dépendent de leur contexte socio-historique. Et je pense que l'épistémologie des sciences sociales a plutôt évolué dans le mauvais sens depuis les années 60. Hein. Quand tu lis le livre là, de Goldman que tu connais mieux que moi, Sciences humaines et philosophie, c'est ça ? Ouais, sciences humaines et philosophie. Je suis désolé, l'épistémologie, elle est autrement plus progressiste et autrement plus matérialiste que quand tu lis des ouvrages d'épistémologie des années 2000, tu vois. Ah bah clairement. Et puis en plus, sous-titré pour un structuralisme génétique. C'est ça, Sciences humaines et philosophie. Et justement, c'est un livre, c'est pour moi le livre le plus important de l'épistémologie marxiste. Vraiment, ce travail d'épistémologie marxiste, au moins par un marxiste français, mais même dans le marxisme mondial, à cette époque-là, dans une période où le marxisme soit est très intéressant, mais il se résume un peu à la pensée politique, tu vois. Je pense, je sais pas, par exemple à Poulantzas ou ce genre de choses. Vraiment, dans le livre d'épistémologie, de l'analyse justement de la science, de revenir à des catégories philosophiques sur l'identité, sujet-objet, etc. C'est un livre très très important. Enfin, les travaux de Goldman sont très très importants. Et oui, effectivement, enfin, lisez-le aujourd'hui, vous allez voir à quel point il est d'actualité, justement parce que la situation historique l'exige et que clairement, enfin, ça n'arrive pas à la cheville de plein de livres d'épistémologie extrêmement modernes et surtout issus de la sociologie positiviste que Lordon va citer là, notamment Bourdieu. Hein. Et je le rappelle, c'est su, Bourdieu était lecteur de Goldman. Mais Ouais. il a jamais pu vraiment arriver à sa hauteur. Yes. déroule. C'est fini ou pas cet extrait-là ? Ouais, c'est fini. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on se dit au revoir pour cette première capsule d'introduction, parce que ça fait déjà 47 minutes. On peut se faire une petite capsule comme ça d'introduction à Lordon qui critique les marxistes rabougris sur la psychologie, et puis continuer dans d'autres capsules. Ce sera peut-être plus logique que de faire une capsule de 3h30, tu vois. Si tu veux. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à vous abonner à la chaîne principale, au Blue Sky, au Twitter, à aller voir Position Revue sur Internet, à lire des marxistes rabougris, à lire Pensée et langage de Vygotsky, à lire Goldman, Marxiste et théorie de la personnalité de Lucien Sèvres, à lire Critique des fondements de la psychologie de Politzer. Si vous voulez un petit bouquin, et ça fera plaisir à Marina, ça lui fera des étrennes, ça lui fera une prime. Lisez Pour une science de la biographie, forme historique d'individualité de Lucien Sèvres. C'est très bien et ça fait 85 pages. En fait, c'est la préface à la 3e édition, je crois, de Marxisme et théorie de la personnalité. Bref, n'hésitez pas à lire tout ça. Et sur ce, on se dit à plus dans le bus. Et salut.